un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Et sa main velue s'accompagne d'une chanson. Auditrices, auditeurs, amis citoyens, camarades, bonjour. Voici une chronique que j'enregistre mercredi 19 février afin d'être diffusée sur Radio Libre en Périgord sur les créneaux horaires du groupe Fred Zeller, à savoir jeudi 20 février à 16h et samedi 22 février à 17h30. Alors, pourquoi une nouvelle chronique le jeudi? Puisqu'habituellement, c'est le lundi que vous avez droit à une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller. Eh bien, tout simplement, c'est la richesse de l'actualité et un certain nombre d'initiatives, et notamment des déclarations de diverses entités rattachées à la Fédération nationale de la libre pensée, qui m'ont conduit donc à produire cette contribution nouvelle ce jeudi. Donc, nous allons parler de ce gros sujet d'actualité, pour lequel nous donnons comme titre « Crime de l'Église, François Bayrou et l'Omerta ». À la lumière des récentes révélations concernant les violences physiques et sexuelles perpétrées à Notre-Dame de Bétharab, il apparaît clairement que M. François Bayrou, actuel Premier ministre, était informé des faits dès 1998. Selon le témoignage du juge d'instruction Christian Mirande, M. Bayrou a été informé des accusations de viol sur mineurs impliquant le père Caricard, directeur de l'établissement. Ces faits ont été confirmés par le juge lui-même, qui a précisé que M. Bayrou, en sa qualité d'élu local et de parent d'élèves, avait sollicité une rencontre non pas pour dénoncer les faits, mais parce qu'inquiet pour ses enfants. M. Bayrou, malgré sa position d'élu de la République, n'a rien fait pour dénoncer ces faits ou saisir la justice. Étant donné que sa femme enseignait le catéchisme dans cet établissement et que ses enfants y étaient scolarisés, il existe un risque évident de conflit d'intérêts, d'autant que, selon la presse, celle-ci avait été témoin de faits de violence. Ces révélations soulèvent également des questions plus larges sur les cas de violence dans les établissements catholiques. Au cours des dernières années, de nombreux crimes sexuels ont été révélés au sein de l'Église et de certaines associations caritatives catholiques. Par quel miracle les établissements scolaires catholiques ne souffriraient pas des mêmes maux que leur institution qui leur a confié une mission pastorale? Il est urgent, dans l'intérêt des enfants, de s'assurer que de tels abus ne se reproduisent plus et que justice soit rendue aux victimes. Tout d'abord, une lettre reçue d'Angleterre de notre ami Kees Porteuswood, Crime des Églises. Lettre d'Angleterre. Comme on peut s'y attendre de la part du président de la National Secular Society, Royaume-Uni. Je tiens les nobles principes de la laïcité en très haute estime. Cependant, un examen plus approfondi de leur application en France m'a conduit à la triste conclusion qu'en cas de conflit entre les intérêts de l'Église catholique romaine et ceux des organes de l'État, les premiers ont tendance à prévaloir. La communication de la National Secular Society sur la France au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies s'est largement concentrée sur le rapport de la SIAZ préparé par l'Église qui conclut que 330 000 mineurs ont été abusés par l'Église depuis 1950, mais que les auteurs de ces abus n'ont été que très peu condamnés. Nous avons également identifié des exemples flagrants de corruption institutionnelle favorisant l'Église au sein de la police, de la magistrature et des tribunaux à tous les niveaux. Même la Cour de cassation a inexplicablement annulé la condamnation du cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, pour n'avoir pas signalé les graves abus sexuels de la part de Bernard Prénat, dont il avait connaissance et qui auraient impliqué 3000 scouts pendant plusieurs décennies. Lors des interrogatoires de la commission, les représentants du gouvernement se sont donné beaucoup de mal pour éluder les questions sur ce sujet, et sur ce sujet seulement. Aucune des deux chambres du Parlement n'a eu le courage de lancer une enquête sur la myriade de cas bien connus d'abus de mineurs par l'Église, laissant à cette dernière le soin de s'examiner elle-même. La loyauté et l'obéissance du Premier ministre à l'égard de l'Église ne connaissent manifestement aucune limite et il est prêt à tout pour la protéger. Cependant, je reste stupéfait, poursuit Kees Porteuswood. Cependant, je reste stupéfait qu'il ait été nommé
une connaissance de cause par le président et que cette nomination ait survécu sur le plan politique. C'est l'accusation la plus terrible du système politique français que je puisse imaginer, et je ne pense pas que cela aurait pu se produire dans la plupart des autres pays européens. Les innombrables jeunes victimes qui ont été trahies doivent penser que certains des objectifs de la Révolution n'ont pas encore été atteints, et tout cela justifie encore plus, s'il en était besoin, la libre pensée. Kees Porteus-Wood, qui est donc président de la National Secular Society et expert auprès du Comité des droits de l'homme de l'ONU. Je voudrais maintenant porter à votre connaissance un communiqué de nos amis de la Libre Pensée 64, c'est-à-dire du département dans lequel est situé Bétarame. Fédération départementale de la Libre Pensée 64, Affaire Bétarame, communiqué donc de la Fédération des Pyrénées-Atlantiques de la Libre Pensée. Une des 3 actions engagées collectivement par l'Association internationale de libre pensée est la lutte contre les crimes des églises. L'actualité met de nouveau en pleine lumière les violences commises au sein de l'établissement d'enseignement privé catholique sous contrat de notre département, le collège-lycée Notre-Dame de Bétarame. Le 12 février, plusieurs anciens élèves se sont réunis devant cet établissement pour dénoncer l'omerta autour des agressions pédocriminelles, des violences sexuelles et des violences physiques qui ont eu lieu. L'an dernier, déjà. Nous apprenions le dépôt d'une vingtaine de plaintes auprès du procureur de la République et nous demandions justice. Nous savons maintenant que 112 plaintes ont été déposées pour des violences et agressions sexuelles, remontant pour certaines à plusieurs décennies. Comment ces violences ont-elles pu se perpétrer si longtemps dans un établissement privé recevant des fonds publics de l'État français et alors que des plaintes étaient déposées? Cette situation dramatique pour les victimes s'inscrit dans l'ensemble des crimes sexuels commis par l'Église, dont la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la CIAZ, a montré l'ampleur. 330 000 victimes au niveau national. Kees Porteus-Wood, porte-parole de l'Association internationale de la libre pensée, rapporteur reconnu à l'ONU sur ces questions, a fait exiger par la Commission des droits de l'homme en l'Assemblée plénière que le gouvernement français réponde officiellement sur son action sur ces crimes commis en France. Le Comité pour les droits des enfants pointait notamment 1. Le nombre disproportionnellement faible de condamnations pour des cas d'abus sexuels perpétrés par des membres du personnel religieux de l'Église catholique par rapport au rapport sur l'ampleur des abus et le peu d'indemnisation accordée aux victimes. Il invitait instamment l'État partie à poursuivre ses efforts pour faire en sorte que tous les cas d'abus sexuels commis sur des enfants de moins de 18 ans soient signalés, fassent l'objet d'une enquête et donnent lieu à des poursuites, y compris les abus perpétrés par des personnes de confiance, telles que le personnel de l'Église catholique. Garantir des voies de recours et un soutien approprié aux enfants victimes d'abus sexuels et de veiller à ce qu'ils soient indemnisés de manière adéquate. Mettre en œuvre les conclusions de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église et de l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation mise en place par les institutions religieuses et, si nécessaire, ouvrir une enquête indépendante menée par l'État sur ces violations. Fin de citation. Les gouvernements Macron successifs, Philippe, Castex, Borne, n'ont jamais répondu à cette demande internationale officielle. Aujourd'hui, face aux déclarations accablantes de Mediapart, le député LFI Paul Vannier a interrogé à l'Assemblée nationale M. Bayrou, Premier ministre, ancien ministre de l'Éducation nationale, député de la circonscription et président du conseil départemental pendant 20 ans, qui a nié être au courant des violences commises à Notre-Dame de Bétarame. De nouveaux documents, publiés par plusieurs médias, le témoignage d'un juge saisi des viols à Bétarame, qui affirme aujourd'hui, citation, « En 1998, j'ai confié à François Bayrou que les faits étaient patents et établis », remettent en cause les propos du Premier ministre et affirment qu'il avait été informé. Si le Premier ministre était au courant et a menti à la représentation nationale, il doit démissionner. Pour la libre pensée, justice et réparation doivent être rendues aux victimes. Une des questions qui est posée aujourd'hui est celle des réparations financières dues à ces victimes pour qu'elles puissent se reconstruire, en tout cas pour les aider à le faire si cela est possible. L'Église doit
et peut payer ses réparations. Ainsi, le diocèse de Bayonne, sans compter les biens des diverses congrégations catholiques, dispose de 39,2 millions d'euros de patrimoine foncier et immobilier et de 30,3 millions d'euros de trésorerie. Source, chiffre 2019, compte des associations diocésaines, complément d'enquête, FNLP. Toute la lumière doit être faite, les coupables jugés, les victimes reconnues dans leurs droits et indemnisées. Paris, donc le 13 février 2025, c'était donc le communiqué de la Fédération des Pyrénées-Atlantiques de la libre pensée. Un autre sujet d'actualité est donc lié à l'arrivée de Trump comme président des États-Unis et toute une série de conséquences qui en proviennent. Donc, voici une déclaration commune de l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée, de la Fédération nationale de la libre pensée et de l'Association internationale de la libre pensée, dont le titre est Les tronçonneuses contre la science. Un vent mauvais souffle sur la liberté de l'enseignement et de la recherche. Aux États-Unis, Donald Trump et ses alliés, au premier rang desquels Elon Musk, supposé héros du rationalisme et de la liberté d'expression, se sont lancés dans une croisade contre les libertés académiques, intimidation, diffamation, définancement massif, licenciements sont à l'ordre du jour, tant dans les universités que dans les laboratoires, tant contre les sciences sociales que contre la recherche biomédicale. En Argentine, la tronçonneuse de Javier Milei s'apprête à couper net la majorité des universités du pays, punies pour leur supposée hostilité au régime et vouées à la faillite si les provinces du pays n'acceptent pas de les reprendre sous leur houlette. Mais l'Atlantique n'arrête pas ce vent. En Angleterre et au Pays de Galles, une crise budgétaire délibérément provoquée par les politiques gouvernementales met à genoux les universités du pays qui devront se livrer plus encore à des donneurs d'ordre privés, rehausser un peu plus leurs frais d'inscription déjà prohibitifs et fermer les départements dont les productions scientifiques ne peuvent pas être captées par les intérêts particuliers. Le définancement des universités est une attaque contre la liberté académique dont l'exercice suppose une indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques, financiers et religieux, avec les garanties budgétaires que cela implique. En France, la situation n'est pas meilleure. La France a connu 20 années de définancement, 20 années aussi de coup d'État bureaucratique permanent, excusez-moi, d'assujettissement à des standards statistiques conçus par des technocrates ignorant tout de la production et de la transmission des connaissances. Macron contre la liberté académique. Depuis 5 ans, cette campagne d'étranglement s'accompagne d'une guerre médiatique contre ceux qu'Emmanuel Macron qualifiait en juin 2020 d'universitaires coupables qui cassent la République en deux. La science et l'anti-France. Dès 2020, la libre pensée a dénoncé cette chasse aux sorcières digne des croisades de l'entre-deux-guerres contre le bolchevisme culturel. Les ministres Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal ont largement repris cette ancienne, relayée sur les chaînes d'information en continu par divers éditorialistes cléricaux, ainsi que par quelques renégats de l'universalisme, promouvant un athéisme bourgeois, autoritaire et fermé à la contradiction. Un athéisme contre la science. En leur temps, la libre pensée avait expressément dénoncé cette chasse aux sorcières. La situation dure et s'aggrave au point que de nombreux universitaires sont aujourd'hui intimidés et menacés par des groupuscules chauffés à blanc par cette rhétorique anti-académique. La dernière affaire en date, en février 2025, a vu une universitaire de Toulon, dans le Var, bénéficier de la protection fonctionnelle de son université face aux menaces de nervis d'extrême droite, tandis que le gouvernement se refuse à intervenir pour défendre ses fonctionnaires. Science et rationalité, cœur de la crise démocratique. Tels Trump, Musk ou Milei, les classes dirigeantes françaises, radicalisées dans leur logique de guerre, s'épanchent à longueur de journée contre la science et contre la liberté académique. L'idée même que la dispute argumentée puisse être soumise à d'autres normes que celles d'un clash sur les réseaux sociaux est une menace pour leur mainmise. Nous avons déjà expliqué qu'en France, en particulier, le césarisme électif connaît aujourd'hui une période de crise paroxystique dont il tente de s'extraire par la radicalisation, ce qui vaut à la France
de nombreuses mises en garde contre la restriction des libertés publiques. Cette paroxystique va de pair avec un réveil démocratique et l'avènement d'une nouvelle culture politique dont la gestation se nourrit des savoirs partagés, remis en débat, interrogés. Elle se nourrit aussi de la volonté de décider librement, c'est-à-dire en se faisant son idée par soi-même, par l'information, l'éducation, la méthode. Pour le dire autrement, elle se nourrit du libre examen et d'une démarche libre penseuse, qu'elle ne se définisse pas toujours dans ces termes ne change pas grand-chose à l'affaire. Cette démarche tâtonnante reproduit à l'échelle individuelle celle de la recherche scientifique. La recherche scientifique, en retour, peut nourrir le nouvel espace public démocratique en gestation. Elle peut le nourrir de content, elle peut le nourrir d'une méthode, elle peut enfin le nourrir d'un courage. Le courage de douter, d'écouter, de partager. La libre pensée est l'organisation qui promeut ce courage et qui défend l'idée qu'il y a un pacte entre la démocratie et la science. Sans ce pacte, il n'y a pas de liberté académique. Non seulement la science peut concourir au renouveau démocratique, mais elle le doit. La République des savants est la répétition générale de la démocratie réelle, mais elle en est aussi la condition préalable, et c'est bien cela qui lui vaut la vindicte de tous les Jupiters de la finance. La libre pensée paye assez cher pour le savoir. L'interrogation critique illimitée est odieuse à tous les pouvoirs tentés par l'absolutisme. Aucune caste engagée dans une fuite en avant autoritaire ne supportera l'idée d'une quête lente, inquiète, contradictoire et pluraliste par laquelle cheminent des gens qui ne relient aucun intérêt immédiat si ce n'est la poursuite de la vérité. La guerre française contre l'université et la recherche. La nouvelle vague de prédation de l'État français par les intérêts privés s'est accompagnée d'un tour de vis bureaucratique qui noie les citoyens et les agents publics sous une montagne de formalités et de dispositifs normatifs étrangers aux missions d'intérêt général que les services publics doivent accomplir. Que cet assujettissement à des normes absurdes se fasse généralement au nom de la simplification ajoute une dose supplémentaire de cynisme à cette potion déjà fortement antidémocratique. Cela est vrai de tous les services publics français, mais à part l'hôpital, aucun n'allait aussi loin dans le mélange de dérégulation et d'hyper-bureaucratisation que le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Depuis 20 ans, étape par étape, la prédation de l'université et de la recherche par les intérêts financiers avance. Dans le rêve des réformateurs, une majorité d'universités paupérisées, délabrées et saturées accueilleront le rebut des écoles privées lucratives appartenant à de grands groupes dirigés, qui s'en étonnera encore, par d'anciens ministres et autres recteurs. Dans le même temps, quelques universités d'excellence formeront des clusters innovants et compétitifs, capables de vendre leurs diplômes à prix d'or sur un marché des frais d'inscription dérégulés, tout en multipliant les partenariats scientifiques avec le secteur industriel. Dans un tel programme, il n'y a pas de place pour le principe de coopération et d'ouverture qui sous-tend l'exercice de la liberté académique. Il n'y a pas de place non plus pour une institution clé de la politique scientifique de la République, le CNRS, qui est aujourd'hui, en partie contre la volonté de ses dirigeants, le principal trait d'union entre les universités que tout doit opposer. C'est à cette aune qu'il faut comprendre le salto mortale de la direction du CNRS qui a tenté d'imposer la scission de ses activités entre un secteur définancé, représentant 75% des laboratoires, et un secteur d'élite, et KELABS, 25% de l'ensemble, gardant l'accès aux subsides du CNRS. La mobilisation des scientifiques et universitaires a été suffisamment forte pour contraindre les réformateurs à une pause tactique, un moratoire destiné à leur offrir la possibilité de diviser les opposants en retournant certains d'entre eux. Les efforts du gouvernement devraient se concentrer sur les présidences des grands centres universitaires de province. Qu'on l'achètera en leur promettant quelques KELABS de plus, il sera toujours temps de leur reprendre dans quelques années. Nul n'est dupe et nul ne doit l'être. Par ce recul tactique, le combat pour la liberté académique vient de remporter une première victoire symbolique qu'il faut maintenant convertir en victoire politique réelle. Abandon définitif des projets de démantèlement du CNRS, abrogation des lois anti-académiques de 2007, 2013 et 2020, liberté pour la recherche, liberté pour l'université, solidarité internationale avec les scientifiques menacés.
Je vous donne donc maintenant rendez-vous pour une prochaine chronique du groupe Fred Zeller sur Radio en Périgord lundi prochain. Donc, nous serons le 24 février. Et pour le choix musical de cette chronique, je vous propose d'écouter un enregistrement assez long, ça va être de l'ordre de 8-9 minutes, d'un musicien habitué de Dutcha Blues, un musicien qui est allé sur les scènes du monde entier, Suleiman Kim, donc un Dutcha Blues. Nous écoutons. When you're down and out, you know you got the blues right now. 'Cause the blues is lame. When you're feeling good, you know you got the blues as well. 'Cause it's in your mind. So when you're down and out, need a left right. The blues will rock you now. Let me tell you one more time what I said. Watch out now, brother. Yes, the blues is in the house, and it'll take your mind. Watch out now, baby. Yes, the blues is in the house, so just check inside. So when you know you need a left right, well, your hoochie man, and the whole world wanna know now. Let me tell you one more time, I'm gonna run it on down. Check it for yourself what I said. On the 7th hour, on the 7th day, on the 7th month, 7 doctors said, I was born with this luck, and as you see, I got $700 to mess with me because I'm here, y'all. Everybody wanna know who am I? Well, let me tell you one more time, check it. Well, your hoochie man, and the whole world wanna know now. Well, I'm gonna just let him have it. Go ahead, Mean, play a little bit blues. Gypsy woman told my mama before I was born, you got a boy child coming. He's gonna tell her, gonna. He's gonna make pretty women jump and shout, and the whole world wanna know what's it all about. Because I'm here, y'all. That's me. Everybody wanna know who am I. Let me tell you right now. Well, yo, hoochie man, and the whole world wanna know now. Hoochie on Je sais pas si je dois te le dire. On verra ce soir. Je vais travailler. Ah ouais, grave.
un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de La Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30. Elle tient ton glaive